Essayons de repartir de la définition ou de l'approche de la justice telle que nous l'avons cernée en explorant les lettres à un ami allemand d'Albert Camus. Nous avons vu Albert Camus finalement s'opposer à l'idéologie nazie en prétextant et en refusant le désespoir schopenhauerien et en refusant l'injustice faite à la condition humaine et en réclamant finalement que cet homme soit cet homme qui n'a rien fait et qui n'a pas mérité d'être voué à la maladie et à la mort, eh bien que cet homme soit rétabli ou en tous les cas obtienne réparation. Et l'on sait comment Camus finit cette phrase et cette idée en disant « mais il faut créer du bonheur pour compenser bien évidemment la condition humaine malheureuse dans laquelle l'homme se trouve ». Alors nous voyons émerger, et nous l'avions rappelé, nous voyons émerger une définition de la justice qui est somme toute assez simple et qui consiste à dire finalement si l'injustice consiste à être puni pour quelque chose que l'on n'a pas fait, bien évidemment la justice commencera à se définir par cette idée absolument simple et qui correspond en réalité à l'intuition qu'ont tous les enfants lorsqu'ils s'exclament qu'ils sont injustement punis parce qu'ils n'ont rien fait et qu'ils s'empressent de dire « mais c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi qui ai cassé ce verre, c'est pas moi qui ai cassé la lampe ». Voilà. Et donc, cette idée de la justice, elle est assez simplement définie de la façon suivante. Et juste ou la justice consiste à ne pas punir quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et nous pourrions même ajouter que la justice consiste à ne pas punir et à ne pas récompenser non plus quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Voilà. Voilà donc cette définition de la justice après laquelle nous courons depuis déjà un petit moment. Et évidemment, il va s'agir à partir de là eh bien, d'essayer de voir comment cette définition de la justice peut trouver des applications dans notre vie. Et au premier rang de ces applications, eh bien, nous allons voir ce que cette définition de la justice peut bien évidemment donner dans le domaine politique. Voilà, donc essayons de réfléchir aujourd'hui les conséquences politiques de cette idée de la justice qu'il se résume à ne punir ni ne récompenser personne pour quelque chose qu'il n'aurait pas fait. Si la justice consiste à ne pas punir et à ne pas récompenser quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait, il faut se poser tout de suite la question de savoir quelle traduction politique cela peut prendre, c'est-à-dire comment dans le droit peut-on traduire cette idée de la justice. Eh bien, la réponse est un petit peu évidente, elle va de soi. La justice consistera d'abord et avant tout dans le système du droit à ne pas commettre d'erreur judiciaire. Voilà. L'erreur judiciaire qui se définit par le fait d'envoyer en prison ou pire, d'envoyer à la mort quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Bien évidemment, l'erreur judiciaire est le scandale absolu dans l'ordre du droit, ce qui ne devrait donc jamais arriver. Or, visiblement, pour disposer l'État, ou du moins pour que la justice réussisse à ne pas commettre d'erreurs judiciaires, eh bien, il y a un tas de choses qui sont possibles pour le pouvoir politique. Et notamment, il y a le fait de missionner la police pour enquêter, pour savoir si de fait le suspect sera bien celui qui a commis un crime, et si on a toutes les raisons de penser que c'est bien lui qu'il faut envoyer en prison, ou c'est bien lui qu'il faut punir. Donc il y a tout un travail de la preuve, comme on appelle ça, qui est à constituer. Donc le travail de la preuve ne concerne pas seulement la philosophie ou le philosophe qui cherche à rendre juste ses propositions, mais d'une certaine façon c'est un peu la même chose. Le travail de la preuve du côté de la justice consiste à essayer de rendre manifeste et clair que le suspect qui est conduit devant les tribunaux est bien celui qui a commis le crime, et qu'il est donc juste et légitime de le condamner lui et non pas un autre. Voilà. Alors, évidemment, ce travail de la preuve n'est pas si simple qu'on le croit, même si aujourd'hui la science prête son concours à la police, avec pas mal de succès d'ailleurs. Mais en même temps, ce n'est pas toujours facile
de trouver les preuves. Et donc, il y a une autre modalité de la justice qui est évidemment d'essayer d'obtenir les aveux du prévenu ou les aveux du suspect. Celui qui avoue son crime est par définition celui qui l'a commis, sinon il ne l'avouerait pas, il n'encourrait pas la peine si il n'estimait pas juste que cela tombe sur lui. Voilà, il y a un très beau texte de Bergson autour de cette question-là, où Bergson nous dit que finalement le criminel aspire à réintégrer la communauté, et donc il va de lui-même finir, même s'il commence par cacher son crime parce qu'il redoute la prison, eh bien cet isolement dans lequel sa vie mensongère commence à s'installer, finit par lui peser, et lui peser tellement qu'il en viendra à avouer son crime pour renouer les liens avec la communauté dont il s'est séparé. Je ne sais pas si cela est toujours le cas, mais en tous les cas, ça renvoie nécessairement à quelque chose de l'ordre d'une expérience que chacun peut faire. Oui, il est difficile de cacher son crime et d'entrer dans ce mensonge-là, donc de continuer à faire croire qu'on est innocent alors qu'on ne l'est pas. Et donc de ce point de vue-là, il y a sans doute dans la psychologie humaine, si Bergson a raison, une espèce de dynamique de l'aveu, nous pourrions l'appeler comme ça, voilà, une dynamique de l'aveu cachée au cœur de l'âme humaine, parce que cette âme humaine aspire plus que tout à faire société et à faire communauté avec ses semblables. Voilà ce qui conduit en réalité les hommes vers l'aveu. Maintenant, il ne faut pas se cacher les données du problème. Si les preuves sont difficiles à obtenir, eh bien parfois, ne nous le cachons pas, parce que nous savons que cela peut arriver et que cela est arrivé dans l'histoire, eh bien parfois, quand on décide d'essayer d'obtenir les aveux de quelqu'un, eh bien on lui force un peu la main, c'est-à-dire qu'il est toujours possible d'extorquer les aveux à quelqu'un, et on se rappelle que les tribunaux de l'Inquisition étaient un peu passés maîtres dans cet art d'extorsion des aveux, parce que lorsqu'ils soumettaient à la question les suspects d'hérésie, eh bien, il est clair que quand on torture un petit peu les gens, on leur fait assez rapidement avouer à peu près tout et n'importe quoi. Donc, il faut aussi se méfier de cela et s'assurer qu'en réalité, les aveux ont été librement donnés et non pas extorqués par la force ou la violence. L'autre grand champ d'application de la justice, cette fois dans le domaine social, ce ne sera pas seulement de lutter contre l'erreur judiciaire, mais aussi de lutter contre les inégalités sociales. Il va de soi que les inégalités sociales sont d'une certaine façon ce par quoi, dans leur existence même, les hommes se retrouvent punis pour quelque chose qu'ils n'ont pas commis. Nous retrouvons là un petit peu l'inspiration de Camus sur la question de l'existence. Les hommes n'ont pas demandé à venir au monde, on les a contraints, on les a fait venir et on les a fait naître, et néanmoins ils souffrent et ils meurent. Il y a là dans l'existence même de l'homme quelque chose d'absolument injuste. Eh bien, d'une certaine façon, les inégalités sociales étant liées aussi à la naissance, sont d'une certaine façon aussi quelque chose qui relève de l'injustice. Voilà, nul ne choisit de naître où il naît, et nul ne choisit sa famille, comme chacun le dit et se plaît à le rappeler, et il n'y a pas nécessairement de justice à ce que nous soyons nés dans une famille défavorisée, ou que nous soyons nés à l'inverse, dans une famille absolument favorisée. Voilà, il y a là quelque chose de l'ordre d'une injustice un petit peu naturelle, d'une injustice parce que les familles sont par nature différentes, mais en réalité, la naissance des uns et des autres dans telle ou telle famille, eh bien, ou dans tel ou tel pays d'ailleurs, ou même dans telle ou telle époque de l'histoire, parce que finalement, nous ne choisissons ni le lieu ni le temps de notre naissance. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est vrai qu'il y a peut-être du côté de l'État, s'il veut rétablir ou faire régner quelque justice, eh bien, une obligation de se dire, bon ben voilà, qu'est-ce que l'on peut faire pour réduire les inégalités? Qu'est-ce que l'on peut faire pour essayer donc, dans la vie sociale, d'assurer un minimum d'égalité des chances? Voilà, la lutte contre les inégalités conduit à la recherche de l'égalité des chances.
eh bien, comment est-ce qu'on peut faire, en d'autres termes, pour abolir ces inégalités qui viennent de la nature et qui sont naturelles parce que, bon, au même titre que les hommes ne naissent pas tous avec la même santé ou avec la même force physique, eh bien, voilà, il y a des familles qui ont mieux réussi que d'autres et qui sont susceptibles et capables d'offrir à leurs enfants eh bien, une existence un peu plus confortable et un peu plus instructive aussi, un peu plus cultivante, si ce mot a du sens. Voilà, il y a de fait des familles où on maîtrise mieux le français que dans d'autres déjà, et que la maîtrise du français étant évidemment la clé en grande partie de la réussite, eh bien, il y a des inégalités sociales qui se creusent en réalité dès l'enfance, et il n'est pas juste que le lieu dans lequel un être humain vient au monde décide en réalité de son existence. Donc la lutte contre les inégalités sociales est bien évidemment aussi au cœur de la question de la justice. C'est sans doute le deuxième grand volet de la justice après la question de l'erreur judiciaire. Maintenant, ne nous cachons pas la vérité. Il est clair que ce soit du côté de l'erreur judiciaire ou que ce soit du côté de la lutte contre les inégalités, il est clair que la tâche n'est pas simple et que les États, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'ordre politique chargé de faire régner la justice, eh bien les États sont en difficulté. J'en veux pour preuve le nombre finalement très important d'erreurs judiciaires. Alors évidemment, il n'est pas très important au regard du nombre d'affaires judiciaires, mais néanmoins, il est très important au regard de l'importance que ces erreurs judiciaires ont eue dans l'histoire. Je voudrais en citer au moins 3 qui sont évidemment fondamentales, c'est-à-dire à la fois l'erreur judiciaire qui a envoyé Socrate à la mort, l'erreur judiciaire qui a envoyé Jésus à la mort et l'erreur judiciaire qui a envoyé Jeanne d'Arc à la mort. Enfin, il y a là quand même quelque chose de l'ordre d'une erreur judiciaire un petit peu délibérée, c'est-à-dire d'un abus de pouvoir, c'est-à-dire qu'une décision de justice ne vise pas en réalité à rendre la justice, mais à affermir le pouvoir de l'État, ou en tous les cas à obéir à ce qu'on pourrait appeler la raison d'État, puisque que ce soit Jeanne d'Arc, Jésus ou Socrate, finalement, ils ont été un peu sacrifiés sur l'autel des intérêts du pouvoir. Et il y a là une leçon que nous ne devons jamais oublier, que nous pourrions bien évidemment prolonger avec tant d'autres, avec l'affaire Dreyfus et tant d'autres. Mais néanmoins, l'idée, c'est pas de multiplier les erreurs judiciaires et de faire un catalogue des erreurs judiciaires, mais de comprendre qu'en réalité, le pouvoir a aussi ses propres intérêts et que ces intérêts ne sont pas toujours les intérêts ou les mêmes que la justice, et qu'il y a derrière cette idée de la raison d'État, en réalité quelque chose qui vient dévoiler que la justice n'est pas tout à fait au cœur des préoccupations de l'État, mais bien plutôt que l'État porte au cœur de sa propre préoccupation la pérennité et de son pouvoir, la pérennité, la poursuite et l'affermissement de son pouvoir, et que cette priorité de l'État passe bien évidemment souvent avant la priorité de la justice. Et de l'autre côté des inégalités sociales, nous pourrions évidemment dire la même chose, c'est-à-dire que nous pouvons constater quand même aujourd'hui que les inégalités se creusent, et que les inégalités se creusent alors même que l'État, depuis la Révolution de 1789, en tous les cas pour la France, alors même que l'État s'est donné pour mission de lutter contre les inégalités, et que la République a même inscrit au fronton de tous ces bâtiments, entre la liberté et la fraternité, cette magnifique notion d'égalité. Alors évidemment, cette égalité sur les frontons de nos bâtiments républicains vise essentiellement l'égalité des droits, et pas nécessairement l'égalité sociale ou l'égalité des chances. Mais néanmoins, la République qui porte ce projet de l'égalité des chances, eh bien, doit bien évidemment réussir à surmonter ces inégalités. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette sursomption, comme on dit en philosophie, de ces inégalités, le fait de la capacité de pouvoir les surmonter, et en tous les cas de lutter efficacement contre elles, eh bien, semble de plus en plus aujourd'hui porter
porter préjudice à l'idée même de la République, puisque si l'on regarde la désaffection des urnes, si l'on regarde le mécontentement en réalité du peuple envers la classe politique, c'est bien, je crois, parce que les inégalités semblent se creuser et donc que la République et ceux qui nous dirigent semblent être complètement en échec devant cette lutte contre les inégalités. Alors, il nous restera à essayer de comprendre pourquoi, et cela risque de relativiser pas mal des choses que nous avons pu dire jusqu'à maintenant. Que voulions-nous dire en laissant entendre que nous allions peut-être pouvoir relativiser un peu et même grandement tout ce que nous avons pu dire jusqu'à maintenant sur le souci de la justice? Eh bien, c'est qu'en réalité, nous allons regarder le deuxième volet. Le deuxième volet de la justice qui consiste aussi à récompenser quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait, ce qui présuppose que la justice, elle, réclame de ne pas récompenser quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Eh bien, on voit là qu'il y a quelque chose d'assez délicat dans cette question-là, parce qu'en réalité, nous sommes assez prompts tous, les uns et les autres d'ailleurs, à dénoncer une injustice quand elle s'abat sur nous, quand nous sommes donc punis pour quelque chose que nous n'avons pas fait, mais il faut bien reconnaître que dans notre psychologie humaine, eh bien souvent nous taisons ou nous passons sous silence parfois les heureux coups du sort, comme on dit, les coups de chance, lorsque nous sommes récompensés pour quelque chose que nous n'avons pas fait. Évidemment, chacun préfère être récompensé pour ce qu'il n'a pas fait qu'être puni pour ce qu'il n'a pas fait. Et comme au fond de la psychologie humaine, on peut trouver ce fâcheux petit travers qui consiste toujours à surestimer ses mérites et à sous-estimer ses fautes, eh bien, évidemment, nous avons toujours une petite tendance à considérer que ce qui nous arrive de bien, ce qui nous arrive de formidable, eh bien, en réalité, nous le méritons et nous ne l'avons pas volé, voilà. Au même titre que lorsqu'il arrive quelque chose de désagréable à quelqu'un que nous n'aimons pas, eh bien, nous nous empressons de dire « Ah bah, tu l'as pas volé », eh bien, parfois, nous nous disons à nous-mêmes, lorsqu'il nous arrive quelque chose de bien, eh bien, finalement, je ne l'ai pas volé, c'est assez juste que je sois ainsi récompensé. Alors, cette tendance-là, bien évidemment, contribue à construire une société où l'on peut se poser la question, une question assez simple qui est finalement, est-ce que ceux qui dans notre société ont tout ou ont beaucoup, et est-ce que ceux qui n'ont rien, eh bien, est-ce que ce partage entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien est en réalité juste? Est-ce qu'il est mérité? En d'autres termes, est-ce que ceux qui ont beaucoup, ceux qui ont tout, que ce soit en termes de richesse ou que ce soit en termes d'honneur, eh bien, est-ce que ceux qui ont tout ont clairement mérité ce qu'ils ont? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là qui relève d'un mérite personnel? Il va de soi que la question du mérite est au cœur de l'égalité des chances de la République, puisque si la République doit garantir l'égalité des chances, eh bien cette égalité des chances ne peut être garantie qu'à la condition que chacun soit récompensé à hauteur de ses mérites, et qu'il n'y ait pas d'autres modalités de la récompense qui viennent interférer avec le mérite personnel. Or, on peut quand même se poser la question, est-ce que vraiment ceux qui, aujourd'hui, dans notre société et dans notre République, atteignent les postes au pouvoir, les postes de responsabilité, les honneurs et tout ce que vous voudrez, est-ce que vraiment tout cela repose sur un mérite personnel? Alors, le soupçon peut être émis parce qu'en réalité, eh bien, il y a eu un certain nombre de travaux, notamment de Pierre Bourdieu, sur la question de la reproduction sociale des élites. Il y a eu quelques soupçons émis par Marx aussi sur le fait de la culture dominante, sur le fait que la classe dominante en réalité organisait toujours la culture et notamment l'école pour pouvoir s'en sortir mieux que les autres et qu'en réalité, à travers cette auto-reproduction de la classe dominante par elle-même, eh bien, on voit bien que le mérite est un peu détourné de sa vocation première, voire même le problème n'est pas tellement de fonder sa réussite sur le mérite, mais bien plutôt de la fonder sur la naissance. En d'autres termes, l'idée même de nos sociétés qui prônent et qui revendiquent et qui mettent le mérite au premier plan sont en réalité des sociétés qui dissimulent plutôt l'héritage qu'elles ne se fondent sur le mérite. En d'autres termes, nous pourrions toujours penser que le mérite républicain, du moins tel que nous le concevons et tel que nous le mettons en œuvre, est en réalité bien plus le masque de l'héritage
que ce qui le conteste, que ce qui conteste et anéantit l'héritage, ce qui était pourtant la promesse révolutionnaire, voilà, substituer le mérite à l'héritage. Eh bien, il se pourrait en réalité que nous n'ayons réussi qu'à dissimuler l'héritage sous le mérite et non pas tout à fait à le remplacer. Voilà ce qui, je crois, vient porter un sérieux coup, une sérieuse ombre sur, une ombre assez sérieuse sur notre idéal de justice. Parce que, évidemment, si cette lutte contre les inégalités sociales, qui devrait être au cœur de la question de la justice, se trouve un petit peu relativisée par cette idée que le mérite dissimule l'héritage plus qu'il ne le combat, eh bien, on peut aussi se demander si, du côté de la suppression des erreurs judiciaires, il n'y aurait pas aussi quelque chose de cet ordre-là, une autre dissimulation qui évidemment pourrait aussi se jouer, c'est-à-dire que les hommes sont d'autant plus punis qu'ils ne rentrent pas dans les cadres de la pensée dominante, ce qui bien évidemment pourrait être illustré par le procès de Jeanne d'Arc, de Jésus et de Socrate, comme quoi il y a peut-être malgré tout toujours quelque chose de l'ordre de la classe dominante qui vient imposer finalement sa justice, et sa façon d'imposer la justice est évidemment d'essayer de produire constamment la preuve qu'elle exerce sa domination en toute légitimité, ce qui bien évidemment pourrait être fort contestable. Voilà pourquoi je crois que la justice, nous savons très bien ce que c'est, ça se définit extrêmement simplement, mais que souvent la classe dominante, quelle qu'elle soit, d'ailleurs ça a été le cas de l'Église pendant longtemps, c'est le cas maintenant de la bourgeoisie, eh bien cette classe dominante a toujours tendance à déformer un peu la justice pour apporter la preuve qu'elle exerce son pouvoir en toute légitimité et qu'il n'y aurait pas lieu, ni qu'il serait absolument injuste de le lui contester. Voilà, je crois qu'il y a là quelque chose qui évidemment mérite réflexion et qui laisse entendre, ou qui du moins nous permet de comprendre pourquoi le peuple, qui n'appartient pas toujours à cette classe dominante, eh bien, a toujours l'impression d'être injustement traité. Eh bien, je crois que s'il y a un progrès à faire pour l'humanité, ce n'est pas de distribuer les cartes autrement et de faire en sorte qu'arrive au pouvoir une classe dominante nouvelle qui reproduirait les mêmes travers que celles qu'elle remplace, mais qu'au contraire, à un moment donné, nous nous posions une bonne fois la question: comment faudrait-il organiser la société pour que le peuple ne se sente pas injustement traité? Voilà, je crois, la question véritable du progrès politique.